Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour l'Hebdo des Options, le rendez-vous que nous préparons toutes les semaines avec Paul et que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options le lundi à midi. Au programme cette semaine, le calendrier comme toujours, on ira faire un saut sur le S&P et le VIX. On va aller voir une position d'option anormale détectée sur l'or, peut-être une stratégie intéressante. Parmi les publications de la semaine, on va s'intéresser à deux valeurs, Netflix et à ASML. Et puis, on fera une petite synthèse des cas d'école et des stratégies que Paul nous a proposées jusqu'ici. On terminera, comme toujours, par un des cas d'école de Paul. Et cette semaine, ce sera un edge que nous allons vous proposer sur une stratégie qui est mal partie pour l'instant. Alors, dans le calendrier de la semaine, peu de rendez-vous macro. On aura mercredi aux États-Unis les ventes au détail. Ça va être le principal rendez-vous à Wall Street cette semaine. En revanche, on est en plein cœur en plein début de la saison des publications d'entreprise, avec le secteur bancaire qui a commencé vendredi. Et eh bien, ça continue qui était plutôt en ligne pour l'instant. Les banques ont bien publié, mais ça va continuer cette semaine. On aura Goldman Sachs lundi. Mardi, ce sera Johnson Johnson qui publiera et Bank of America. Et puis mercredi, ASML. Alors ASML, elle n'est pas cotée à l'origine à Wall Street, mais il y a un ADR qui permet de traiter des options, pourquoi pas sur les marchés américains ou alors tout simplement sur Eurex. Et puis jeudi, la publication de Netflix qui sera surveillée. On va aller voir un peu les configurations sur ces deux derniers titres et regarder le ratio put-call. Ce sera une semaine technique d'échéance des marchés dérivés. Or, comme vendredi 18 et le vendredi saint, eh bien, l'échéance aura lieu jeudi 17 exceptionnellement. Donc, ce n'est pas le troisième vendredi du mois. Dans ce cas-là, c'est le jeudi qui précède. Donc, jeudi 17, clôture et échéance des marchés dérivés un jour plus tôt avec un grand week-end. Le vendredi saint et le lundi seront fériés sur la plupart des grandes places. Et puis, au programme bien de cette semaine, un petit élément à vous indiquer. Nous serons à Paris le 20 juin prochain après-midi avec Paul pour une présentation sur les options. Je vous propose de vous abonner à notre newsletter sur le site de l'Atelier des Options, l'atelierDesOptions.com. Vous trouverez facilement l'adresse et on vous tiendra au courant du détail et du rendez-vous donc pour pouvoir vous inscrire et venir nous retrouver, nous rencontrer. Petite parenthèse fermée, cette semaine donc le S&P, est-ce qu'on a un rebond qui s'est mis en place? Effectivement, on va aller voir la force et la fiabilité des éléments et puis quelques éléments sur le VIX. L'or eh bien, a formé un nouveau plus haut historique et Paul a détecté pour nous un gros volume d'options et des stratégies peut-être qui se sont mises en place. On va jeter un œil là-dessus. Ensuite, on ira voir les publications qui nous intéressent de Netflix et ASML, puisque les ratios put-call nous indiquent peut-être des situations un peu bien différentes entre Netflix et ASML. On va aller voir les configurations graphiques et des éléments de ce côté-là. Petite synthèse sur les cas d'école que nous propose Paul toutes les semaines. Eh bien, sur les 5 semaines que nous avons passées déjà ensemble, eh bien, il y a eu 4 trades qui ont été clôturés gagnants, dont celui, le dernier de Nvidia, qui a été un trade normalement de long terme, mais qui a été clôturé en 48 heures, compte tenu du gros rebond qui a eu lieu. Encore une fois, un petit trade intéressant. Et puis, on a un cinquième qui est mal parti manifestement. Et on va voir peut-être justement, et ça va être le cas d'école de la semaine, comment hedger un bull put spread qui est mal engagé. On ne comblera pas la totalité de la perte, mais ça permettra de limiter la perte sur cette petite stratégie qui manifestement aura du mal à clôturer correctement puisque son échéance est cette semaine. Donc c'est parti pour nos cas d'école et pour nos analyses. Et donc on va commencer par, comme toujours, le S&P et en mensuel. Alors en mensuel, on a bien préservé la borne basse du canal haussier de long terme, testé ici, là, là. Et donc cette semaine, et le niveau le plus bas a été de 4835,04, suivi sur des effets d'annonce, vous l'avez tous repéré, des rebonds historiques sur le S&P. On réintègre ce niveau de 5258 qui était vraiment un niveau charnière et on va voir eh bien, en zoomant un peu que la réactivation haussière est en balance pour l'instant. Alors sur la semaine, le S&P a rebondi quand même de 5,70%. Le ratio put-call,
il était à 2,92 la semaine dernière, il est passé à 1,56 à vendredi soir. Donc des opérateurs qui sont un peu plus prudents, moins couverts sur les niveaux actuels, moins prudents et moins couverts sur les niveaux actuels, c'est assez logique, hein. Plus on remonte, plus les ratios de couverture sont bas, donc eh bien un peu moins de prudence, mais on reste quand même avec des ratios de 1,56, hein. Je rappelle que la moyenne, c'est 0,80 à 1,20. Quand on est au-delà d'un 20, on est prudent. Donc, c'est toujours le cas, même si on avait cet excès de ratio de couverture la semaine dernière qui plaidait aussi en faveur d'un potentiel rebond, ou en tout cas qui a alimenté un rebond qui est pour l'instant, on va le voir, assez technique, même s'il a été violent, puisque le pessimisme étant très fort, eh bien, la moindre nouvelle a pris les vendeurs à contre-pied. Et on voit que dans le rebond, eh bien, justement, la position ouverte, le nombre de contrats futurs sur le SPX a diminué de 4,88%. Ce qui veut dire que dans ce mouvement de hausse qu'on a connu la semaine dernière, on n'a pas eu de soutien, mais plutôt des rachats de short pour l'instant. Alors on va voir les annonces du week-end, mais il est encore temps que les choses changent, eh bien, indiquent peut-être encore une petite hausse sur les futurs. Donc les niveaux ont l'air d'être pour l'instant préservés. Ce qu'on peut noter, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, je l'enlève un instant pour que vous le pour pas gêner la bougie, les bougies, eh bien, on a une pénétrante haussière qui s'est mise en place, c'est-à-dire qu'on ouvre la semaine plus bas que la bougie de la semaine précédente, donc les vendeurs ont toujours la main, et on voit cette contre-attaque des acheteurs qui permet de remonter à l'intérieur de la bougie précédente, et c'est là le cas de la pénétrante, il faut qu'on dépasse la moitié de la bougie précédente pour qu'elle soit validée, et donc on a validé cette pénétrante haussière, donc configuration de bougie qui est plutôt en faveur d'une poursuite du rebond. Il va falloir encore une fois le confirmer puisque les effets d'annonce sont toujours compliqués pour les opérateurs. On peut se demander à l'entame de la saison des publications aussi comment vont réagir les investisseurs et les entreprises qui vont devoir donner des perspectives. Or, dans ce contexte d'annonces régulières, de tarifs, et puis d'annulation et puis de diminution, ça va peut-être être difficile, donc peut-être les rendre un peu les opérateurs frileux. Et puis, comme on le voit, le ratio put-call indique bien que la position verte indique bien que ce sont pour l'instant des rachats de short assez nettement, hein, une position verte qui a baissé assez significativement au cours de ce rebond, donc il va peut-être falloir reconstruire. Alors, si on regarde un peu, j'enlève le pourcentage de Fibonacci qui vous montrait la médiane, quoi, on peut le noter comme un niveau intermédiaire intéressant, hein, donc ce sera ce niveau intermédiaire de 5300 points qui sera à surveiller aussi. Et donc, pour l'instant, on le supprime. On préserve ce niveau de 5258. On est sous ce niveau intermédiaire, cette résistance de 5504. Encore une fois, on va devoir reconstruire. Tant qu'on est au-delà de 5258, cette zone 5346-258, on reste plutôt haussier avec une perspective pour aller au moins chercher cette borne haute à nouveau, 5504 points. Ça n'est qu'à la réintégration de 5504 et qu'on pourrait aller chercher donc 5638, et ce n'est qu'à 5638 qu'on invaliderait le mouvement baissier en place, même si la réintégration de 5504 serait de meilleur augure. Sous 5258, prudence, on repasse sous un niveau de support important, donc 5346, 5300 la médiane, et puis 5258, alerte à nouveau déclenchée pour aller rechercher les points bas, et donc 5152, 5057 les supports, et puis cette zone cible clé. Je rappelle qu'on avait indiqué ensemble de façon large que tous les mouvements boursiers sont retracés généralement de 50 à 60%, et je reprends un Fibonacci ici, on a bien retracé quasiment 50% de la hausse de octobre 2022 à janvier 2024, en s'arrêtant un tout petit peu au-delà de ce niveau clé qui était 4818. On a fait un plus bas à 4835. On peut peut-être considérer qu'on a vu ce retracement sur le marché, un élément intéressant aussi. On va aller jeter un œil maintenant sur le VIX. Le VIX aussi est allé chercher des cibles intéressantes, 43, 56, 35, des niveaux importants. On va zoomer en hebdomadaire pour aller voir, comme toujours, nos niveaux. On reste dans une zone quasi de panique, hein. On est à 37 de volatilité, on n'est plus en alerte forte. La zone d'alerte forte, elle est située entre 28 et 34,49. Ce sont des niveaux que j'ai fixés arbitrairement, mais qui fonctionnent manifestement pas mal pour l'instant. Donc on est dans une zone de panique. Après, je n'ai pas donné de gradation supérieure, mais la volatilité à ces niveaux-là, c'est une volatilité
importante et qui, eh bien, plaide en faveur des stratégies de vente d'options pour l'instant. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors, un élément intéressant à regarder toujours en journalier, eh bien, on voit ces mèches hautes à chaque fois qu'on a un petit pic de volatilité. Et depuis les 3 dernières séances, les 4 dernières séances, donc depuis mardi, à chaque fois qu'on a un pic de volatilité, ça se détend derrière. Et donc, ça va milite dans le sens d'une, pour l'instant, baisse de la volatilité. Elle reste quand même très tendue, hein, encore une fois, à 37. Et puis, on a ces petits gaps qui restent ouverts. Or, vous savez que, comme toujours, les gaps sont systématiquement comblés sur la volatilité. Donc, on a ce gap qui est resté ouvert sous 29,92 et le deuxième beaucoup plus bas à 24,70. Donc, on a de la place encore pour aller consolider en termes de volatilité. Encore une fois, reparier sur une hausse forte des marchés dans l'immédiat, ça paraît compliqué. Il va falloir reconstruire. Mais en revanche, une détente éventuelle de la volatilité et des indices et une stabilisation après des pics et des mouvements d'essuie-glace très très brutaux, ça c'est assez envisageable et c'est un peu la configuration que nous indique pour l'instant le VIX. Attention au retour au-delà de 39,30, 43,15. Là, on repartirait dans des zones de stress importantes et on pourrait avoir des pics de panique. On n'a pas eu, enfin, on est dans une zone de panique, hein, mais on n'a pas atteint des niveaux historiques comme on avait pu en connaître en 2020 ou même tout simplement dans le flash crack ou le crack brutal de cet été. Donc on a encore de la marge sur la volatilité et les mouvements sont restés, même s'ils ont été brutaux, relativement canalisés. Donc attention à ne pas s'endormir sur ces marchés, évidemment. On va aller voir l'or tout de suite, comme on l'avait indiqué. Donc, c'est le SPDR Gold Trust, le sous-jacent qui va nous intéresser pour traiter l'or dans ce graphique hebdomadaire. Et, intéressant de remarquer qu'il y a bien après un retour sur le support à 271,84. On pourrait le remonter un petit peu éventuellement à 272,60 entre les deux. Eh bien, il y a eu un rebond et une accélération haussière marquée de l'or qui s'adjuge sur la semaine 6,5%. Ce n'est pas un signe de détente complète des opérateurs non plus, il faut le dire. C'est un signe quand même que les opérateurs sont relativement stressés. Ça nous donne en mire 304,60 et 320,80 en dupliquant le range précédent à 271,84, 288,20, dupliqué donné 304,60 et puis j'ai été chercher des extensions jusqu'à 320,80 et vous allez voir que ça n'est pas par hasard ces niveaux et que je ne suis pas le seul manifestement à les avoir observés. En effet, on a eu dans le mouvement de hausse, et je viendrai sur les positions d'options juste après, 3 gaps d'affilée. Un gap qui pourrait être un gap de rupture, ce gap qui serait le gap de continuation, et puis troisième gap ouvert vendredi qui pourrait être un gap d'épuisement. On voit très bien d'ailleurs avec la petite bougie de vendredi, ce tout petit doji, cette toupie d'indécision, eh bien le potentiel d'essoufflement éventuellement à court terme. Sauf que on a quand même débordé un niveau technique, on a des cibles qui se situent un petit peu au-dessus, et surtout les 3 derniers jours sont faits dans des volumes qui étaient assez importants et supérieurs même aux jours précédents. Donc rien n'indique encore d'invalidation et de retournement de cette tendance. Or, Paul nous a repéré cette semaine eh bien, des blocs d'achat de call à 295, achat de call à 305, vous voyez que les niveaux ne sont pas par hasard, un achat de call à 310, 60 000 calls à 310, et puis une vente de call à 320 qui pourrait donc eh bien, représenter une patte d'un bear call spread avec une stratégie donc de vente qui eh bien, laissera envisager que les opérateurs pensent que l'or peut monter un peu, mais ne débordera pas 320, mais en tout cas de l'intérêt et de l'intérêt fort sur les options et globalement plutôt à l'achat. Ça plaide aussi en faveur d'une poursuite du mouvement. En revanche, si on venait passer sous le pied du gap, que je vais supprimer là, eh bien, on aurait dans ce cas-là, on va le marquer ici. Comblement de ce gap, c'est envisageable tant qu'on ne clôture pas en dessous. Si on clôture en dessous, bien ce serait valider probablement ce gap d'épuisement. Et dans ce cas-là, on pourrait retracer sur l'or 288,20 en mire, puis des niveaux intermédiaires, mais la grosse cible 271,84 et 272,60, pourquoi pas. Donc un mouvement de retracement qui pourrait être plus marqué, donc un mouvement de consolidation. Tant qu'on est au-delà de 288,20, on reste quand même plutôt dans une zone de solide, mais le retour quand même et le comblement du gap, encore une fois, du troisième gap d'affilée, eh bien, on ne le saura qu'après, qui
sera ou pas un gap d'épuisement. Il peut tout à fait y avoir d'autres gaps haussiers. C'est le comblement du gap qui nous indiquera s'il y a épuisement ou non. Donc, encore du potentiel sur l'or. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les niveaux de résistance détectés par la duplication des ranges précédents, eh bien, nous renvoient parfaitement au niveau choisi par les opérateurs pour faire ces stratégies. Donc, peut-être de pouvoir s'en inspirer quand on veut traiter des options. Encore une fois, ce ne sont pas des recommandations, libre à chacun d'intervenir comme il le souhaite, mais de repérer des éléments qui peuvent être intéressants. On va aller voir Netflix qui publie cette semaine. Netflix, eh bien, dans une configuration, on va la regarder en mensuel, un peu d'indécision, hein. On a testé des niveaux de support, c'est plus intéressant pardon, en hebdomadaire. Netflix, voilà, elle évoluait au sein d'un canal haussier de long terme. Elle avait tenté de le déborder par le haut, réintégrer, rebondir à l'intérieur, et puis elle est ressortie de ce canal. Et pour l'instant, eh bien, on a une petite amélioration et eu un rebond qui s'est fait, il faut le dire, avec des volumes qui sont un peu modeste malgré la puissance du rebond, un peu d'indécision et puis surtout les ratios de couverture nous indiquent sur Netflix un peu d'optimisme. On est plutôt à 0,84 de ratio put-call sur Netflix, ce qui veut dire qu'on est plus optimiste que généralement. On n'est pas complètement en complaisance, hein. On a des ratios de couverture sur certaines actions qui, dans des cas qu'on avait indiqués, par exemple sur certaines valeurs, comme Amazon il y a quelques semaines, était à 0,32, hein, donc, ou sur Adobe qu'on avait indiqué le 9 mars, qui était à 0,36, vous voyez. Donc là, 0,84, ça reste un peu optimiste, pas complètement. Or, c'est ce que traduit bien le graphique. Donc peut-être un peu de prudence à avoir sur Netflix, qui tente de réintégrer la borne basse de son canal haussier de long terme avec un peu d'indécision et des difficultés à franchir 934,74 quand on regarde en journalier. Et cette bougie d'ailleurs d'indécision de vendredi, encore une fois, avec pour l'instant plutôt une stabilisation. Donc tant qu'on est au-delà de 886,81, on est en range, même si la dynamique haussière est en balance pour l'instant. Il faut vraiment se réinstaller au-delà de cette oblique et de déborder 934 pour activer une dynamique haussière. Attention à la rupture de ce niveau, donc pour la journée de publication qui sera, que je ne me trompe pas, je vous disais jeudi Netflix, donc pour jeudi, le niveau à surveiller, ce sera 918, on n'en est pas loin d'ailleurs, 918,29, donc c'est le niveau actuel. Donc encore une fois, un peu d'hésitation et de prudence. Attention à ne pas rompre ce niveau de 918 pour Netflix qui eh bien, confirmerait la sortie de son canal haussier de long terme. Quant à ASML, là la configuration est intéressante aussi. J'ai choisi ici ASML Holding New York Registry, ASML NV New York Registry, donc le titre coté en ADR, hein, c'est l'équivalent de donc, la représentation de ASML aux États-Unis. Eh bien, on a eu une réaction aussi intéressante et un avalement aussi en hebdomadaire. Quelques titres, hein, ont formé d'ailleurs, on peut le dire, sur des valeurs technologiques, des avalements haussiers, donc une réaction de peut-être mieux, avec des volumes qui sont intéressants, assez équilibrés avec les volumes de la baisse d'avant. Et pour l'instant, une situation, en revanche, beaucoup plus pessimiste dans le ratio put-call, puisqu'on arrive à 1,33 sur ASML, donc des opérateurs qui sont beaucoup plus prudents sur le titre qu'ils ne le sont sur Netflix, par exemple. Donc il faudrait déborder 672,67 pour repartir un range plus haut, avoir en mire 775,31, ça c'est peut-être du moyen long terme, et puis je vous ai indiqué les intermédiaires 698 et 746, donc une zone avec pas mal de résistance, mais peut-être du mieux, et ce niveau qui est assez pivot pour ASML à déborder et donc confirmer la réactivation haussière. On voit que le titre a préservé ce gros niveau de support, hein, qui date de janvier 2023 de 583,56 avant de rebondir. Donc pour l'instant, peut-être un petit peu de mieux, et donc un pari plutôt contrariant, long ASML, short Netflix. Encore une fois, jouer les résultats, c'est toujours un peu compliqué, mais au moins on a des éléments pour voir la façon dont les investisseurs abordent ces stratégies. On va faire une petite synthèse de nos stratégies précédentes. On avait proposé, donc depuis les 5 semaines que nous travaillons ensemble,
donc 5 stratégies par définition, 4 sont gagnantes. Je ne vais pas revenir sur toutes les stratégies. Je vous les rappelle rapidement de mémoire. On avait proposé le cas du VIX, l'euro-dollar le 10 mars, donc un bear call spread qui est sorti gagnant. On avait proposé un bear call spread sur le VIX le 17 mars qui a été sorti gagnant. Le SPDR, on va revenir dessus, pour l'instant il est mal parti, c'était un bull put spread. Le 30 mars, on avait United States Steel, un achat de Strangle, le code X du sous-jacent, et un achat Strangle qui a été réalisé et sorti gagnant avec la baisse brutale du titre quelques jours plus tard. Et puis Nvidia bull put spread, là je vais vous l'afficher à l'écran puisque Nvidia qu'avait proposé Paul en bull put spread, je le trouve d'autant plus intéressant que c'était pas évident de repayer, mais lui avait détecté grâce à ses modèles de l'intérêt, et Nvidia forme aussi un avalement aussi en hebdomadaire. Elle est venue buter bien pile sur la ligne de tendance baissière de long terme, 114,70, testé ici et testé là avec la bougie d'ouverture, donc on a bien cette ligne de tendance baissière qui est bien visible. Donc 114,70 va vraiment devenir un niveau charnière pour Netflix dans les jours qui viennent. Attention, retour sous 106,30, 100,94. Et le gros niveau de support, c'est 86,40, 95,30 qui a bien été préservé, sur lequel le titre a rebondi. On voit que c'est une zone vraiment clé pour le titre. Donc pour l'instant, du mieux à confirmer. Et le bull put spread donc, qui a été ouvert lundi à l'ouverture, vous voyez, dans un marché baissier, c'était pas évident, et voilà l'intérêt de ces stratégies. Alors j'insiste là-dessus, petit focus. L'idée des stratégies que propose Paul, encore une fois, c'est de travailler de façon systématique, c'est-à-dire qu'il a une configuration et qui, dans certains cas d'Excel, lui dit, dans ces cas de figure, j'obtiens un pourcentage de réussite intéressant, et donc je le mets en place. Le fait de travailler de façon systématique enlève l'aspect émotionnel, permet de gommer aussi l'aspect réflexion du marché. Je ne sais pas ce que va faire le marché, mais je sais qu'historiquement, quand il a eu tel comportement, il a tant de pourcents de chance d'agir de telle façon, et en optimisant les stratégies et en trouvant les bons deltas, de trouver les bons prix d'exercice pour créer ces stratégies. Et ça a été le cas ici. Et donc ce trade qui devait durer 180 jours au maximum, a été clôturé dès le lendemain, ou 48 heures plus tard, dès le lendemain à 50%, et 48 heures plus tard pour le solde, avec l'accélération haussière qu'a connu le titre le mercredi. Donc voilà une stratégie, et ça c'est l'intérêt du trade systématique. Or, comme les choses ne sont pas toutes roses sur les marchés, on va aller voir, et dans les stratégies, je n'en connais pas qui fonctionnent à 100%. On vous avait proposé le trade cyclique du 24 mars dernier, qui était un bull put spread aussi, en ouvrant cette stratégie le 24 mars avec une expiration fin avril. Paul, avec ses statistiques, obtenait 17 trades gagnants, un seul trade perdant, 94% de réussite, et donc on avait appliqué la méthode, et pour l'instant il s'est avéré que cette stratégie était évidemment risquée. Alors je vous rappelle que le bull put spread consistait à vendre un put pour avoir un crédit, et donc être gagnant tant que le titre terminait, le sous-jacent en l'occurrence c'est le SPDR, S&P 500, que vous avez en haut de l'écran, code SPY, et donc l'application de ce trade demandait ce bull put spread, donc de la semaine du 24 mars, donc de vendre ce put pour obtenir un crédit, de se protéger avec un achat de put pour limiter sa perte. Ça au moins c'est l'intérêt de ce type de stratégie, c'est qu'on connaît son risque maximal dès le départ, et donc de trouver à l'intérieur de la stratégie son point mort. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire que cette stratégie qui était d'échéance avril, donc qui clôturera jeudi prochain, est probablement perdante. Encore une fois, l'idée c'est pas de vous expliquer que toutes les stratégies sont gagnantes, ce serait évidemment pas logique et pas de bonne foi. En revanche, dans cette stratégie-là, de pouvoir hedger cette stratégie par une vente par un bear call spread, donc une vente de call, et puis un achat de call supérieur. Donc l'idée, c'est d'aller vendre un call qui est à peu près au point mort de la stratégie précédente pour financer une partie de la stratégie perdante, et puis d'acheter un call pour se préserver en cas d'accélération haussière très forte, et donc d'aller chercher des niveaux. Alors là, je vous donne des niveaux qui sont approximatifs. L'idée, encore une fois, c'est d'aller encadrer le put spread, le bull put spread précédent, et d'aller limiter la perte, donc, et d'équilibrer ses positions, toujours encore une fois avec des achats qui viennent en contrepartie, qui limitent le gain sur ces stratégies.
mais qui permettent eh bien, de limiter aussi le risque et la perte en cas de fort décalage. Mais donc, vous voyez ici, l'idée avec les options, c'est de se dire que, eh bien, on n'est pas dans une configuration qui est trop risqué en permanence. On connaît son risque max et on sait comment on peut l'encadrer. Et les options permettent eh bien, d'aller rouler, d'aller décaler son risque et d'aller amortir même une stratégie ou de la hedger comme on le fait là, donc d'aller bloquer une partie de la perte et de limiter son perte. Donc encore une fois, des options qui offrent beaucoup de marge, qui ne permettent pas dans tous les cas de figure d'être gagnant par définition. C'était ça aussi qu'on voulait évoquer cette semaine, parce que ce serait trop facile d'annoncer ça. Bien entendu, ce n'est pas le cas. On a des statistiques et ça permet de travailler de façon systématique, même si eh bien, les configurations ne sont pas toujours évidentes et que les cas de figure ne se réalisent pas. Mais encore une fois, grâce aux options, de pouvoir trouver des éléments intéressants. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine, donc, qui va être encore intéressante. Pensez eh bien, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, à activer les notifications si vous voulez recevoir en temps réel les éléments, et puis à vous abonner à notre newsletter. Excellente semaine à toutes et à tous.